Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hugo Kourzelman. Je suis responsable des affaires publiques et juridiques de l'Institut national de l'économie circulaire. Aujourd'hui, vous êtes donc à la table ronde qui s'intitule Économie circulaire, économie locale et besoins fonciers. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu, avec mes invités aujourd'hui, évoquer ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que il y a un an de ça, l'INEC, avec les initiateurs du projet France Foncier Plus, la Banque des Territoires et le CEREMA, ont présenté à travers un webinaire cette question justement de l'importance du foncier dans les politiques d'économie circulaire et puis les politiques économiques de manière générale. Et puis on a voulu filer un peu le dialogue, continuer à évoquer le sujet. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé là, on se retrouve là pour cette demi-heure pour évoquer cette question du foncier qui est extrêmement importante aujourd'hui et qui n'est pas nécessairement traitée en tant que ressource. La ressource foncière aujourd'hui, eh bien, ça peut être une source de compétitivité pour les acteurs, ça peut être aussi une source de tension et ça peut l'être d'autant plus pour les activités d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire. Il se trouve que mes invités aujourd'hui ont développé des initiatives, travaillent sur cette question du foncier. Donc je les remercie d'être venus aujourd'hui. Avec nous, on a donc Thomas Rollet. Vous êtes directeur du programme France Foncier Plus. Vous nous en direz un petit mot juste après. Thomas Vialet, vous êtes directeur économie circulaire chez Colas. Vous me direz également comment vous travaillez sur ces enjeux de foncier. Ariane Proy, vous êtes chef de projet chez Vica Circulaire, la filiale du cimentier. Et vous nous présenterez peut-être un projet qui illustre bien comment est-ce qu'on valorise finalement ces friches, cette matière et ce foncier-là. Cédric Mazière, vous êtes coordinateur de la Venelle du Réemploi, qui est une initiative qui a vu le jour il y a quelques semaines, mais qui a démarré il y a bien plus de temps que ça, et vous nous direz à quel point c'est important de bien planifier ces questions de foncier. Et puis Antoine Guillou, vous êtes adjoint à la maire de Paris, en charge de la propreté, de la réduction des déchets et de l'assainissement. Et vous nous direz peut-être à quel point la collectivité a un rôle à jouer dans ces questions-là. Alors je vous propose peut-être qu'on démarre, parce qu'on n'a qu'une demi-heure et ça va aller très vite, avec vous, Thomas Rollet. Alors du coup, peut-être en 5 minutes, nous présenter ce qu'est le portail France Foncier Plus, à quoi il est venu répondre, à quels besoins vous aviez identifié à ce moment-là pour lancer ce programme-là, et finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas besoin normalement de l'activer. C'est bon, parfait. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus nous écouter sur cette question du foncier qui est, je pense, assez structurante pour l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs publics, mais aussi les entreprises. France Foncier Plus, donc, c'est une action que je pilote aujourd'hui à la Caisse des dépôts au sein de la Banque des Territoires. C'est une action à la demande de 2 ministres, ministre de l'Aménagement et ministère de l'Industrie, donc on porte avec le CEREMA. Et donc cette mission vient d'un constat qui est qu'aujourd'hui, si on souhaite s'implanter en France, on a une difficulté assez importante pour les entreprises à trouver du foncier économique qui soit adapté aux besoins. À titre d'exemple, on a lancé, en tout cas on a mené cette année en 2025, une grande enquête à destination des intercommunalités pour lesquelles, en 2025, 80% des répondants nous ont dit on a refusé des projets d'implantation sur notre territoire, seulement en 2025. Donc pour nous, ce qui est important sur France Foncier Plus, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités à se rencontrer dans un contexte qui est assez complexe puisqu'on a notamment la loi climat et résilience, alors Trace, climat et résilience, qui aujourd'hui vient contraindre les implantations. Nous, ce qu'on propose sur France Foncier Plus, c'est de pouvoir premièrement accompagner les acteurs à identifier leur foncier économique. Qu'est-ce qu'il nous reste encore aujourd'hui sur le territoire? On avait beaucoup de réflexions sur il n'y a plus de foncier en France. Dans les faits, quand on cherche
il en reste, on en trouve. Alors pas du foncier immédiatement disponible, on parlera par la suite des friches, mais notre premier objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les collectivités et les entreprises à mieux connaître leur foncier disponible. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui sur le territoire. Ça, c'est ce que propose déjà France Foncier Plus. Deuxième élément qu'on propose, c'est une fois qu'on a du foncier économique, qu'il est disponible, on peut le valoriser. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur la plateforme que je vous invite à consulter, qui référence plus de 1000 disponibilités foncières et immobilières sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, pour s'implanter. Alors c'est un petit peu sur le même modèle qu'Airbnb, se loger, etc. Donc c'est des filtres, vous recherchez selon vos critères et vous trouvez des fonciers ou de l'immobilier qui est adapté à votre besoin. Et donc ça, nous, à la Caisse des dépôts, on met en visibilité tous les fonciers en France et à l'international, puisque l'objectif derrière, c'est de pouvoir construire un écosystème. Et donc nous, notre écosystème, il est forcément partenarial. On travaille avec tous les acteurs. Et peut-être dernier élément pour terminer, on a également une offre d'ingénierie pour compléter le tout. Donc on a une offre qui s'appelle Friche Plus, qui traite de la question spécifique des friches, agricoles, économiques, industrielles, qui s'adresse aux élus, et notamment aux intercommunalités, et qui est 100% gratuite. Donc c'est une subvention européenne qu'on met à votre disposition pour mettre en place une stratégie d'ici à 2030 sur cette question des friches. Et donc voilà, c'est vraiment un accompagnement 360 pour identifier, caractériser, mettre en place des stratégies qu'on propose au travers de France Foncier Plus. Merci beaucoup. Alors on repartagera le sujet friche peut-être un peu plus tard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez les poser peut-être en fin. Donc Thomas Vialet, vous êtes directeur économie circulaire chez Colas, donc qui est un groupe qui construit des infrastructures et des aménagements durables. Ce sujet de foncier, il est très important pour vous parce que le secteur est un secteur qui est très intensif en ressources foncières, d'autant plus quand on déploie l'économie circulaire, quand on déploie des modèles économiques circulaires. Comment est-ce que vous avez pris en compte cette question-là du foncier pour développer vos modèles et à quel point en fait ça nécessite une forme de planification? Bonjour à tous. Merci Hugo pour l'introduction. Merci à l'INEC aussi pour l'invitation et à vous pour votre présence aujourd'hui. Pour parler économie circulaire chez Colas, il faut déjà savoir quelle est l'activité que l'on mène. Colas aujourd'hui est présent sur 3 filières. La filière à la fois travaux, on fait effectivement de l'aménagement urbain. La filière matériaux, on est carrier, on exploite des sites nécessaires à la réalisation de nos missions, et une filière industrielle sur lesquelles vous avez notamment des sites de production, des enrobés par exemple. L'économie circulaire est vraiment un sujet totalement transverse qui peut prendre différentes formes au travers de ces différentes filières, avec malgré tout un point commun qui est de considérer finalement tous les déchets qu'on va générer ou les matériaux qu'on va utiliser comme une ressource pour demain. Et donc elles doivent rester valorisables. Ça passe par le fait de faire du réemploi. On est notamment au travers de nos filières de déconstruction, lors des phases de curage, on récupère tout ce qui peut être réemployé pour les remettre effectivement sur des chantiers en l'état. C'est le cas de ce que font nos filiales Prémices et Colas Bâtiment notamment. Ça passe par la valorisation matière. La valorisation matière, bien souvent pour nos activités en lien avec les terres excavées qu'on va générer sur nos chantiers de terrassement, de les mettre sur des sites en aménagement paysager plutôt que sur des sites d'enfouissement. Et puis même pour certaines catégories de terres, lorsque ça le permet, de pouvoir récupérer les fractions granulaires qui les composent et les réutiliser sur chantier. Et enfin, ce qui est, je dirais, le levier principal de Colas, c'est la partie recyclage, qui nous permet de prolonger la durée de vie de nos sites, qui nous permet de gagner sur nos vides de fouilles, mais qui tient le plus bel exemple de recyclage chez Colas, c'est notamment les agrégats d'enrobés. Lorsqu'on fabrique des nouveaux enrobés, on réintègre dedans les anciennes chaussées, ce qui porte aujourd'hui à un peu plus de 2 600 000 tonnes d'AE présents dans nos enrobés neufs. Aujourd'hui, pour se développer, Colas a pris la stratégie de développer un maillage territorial
à l'échelle nationale, porté par 2 entités qu'on a baptisées Valormat pour la partie recyclage et Écotri pour la partie déchetterie professionnelle. Et donc notre ambition, elle est de réussir à mailler le territoire français avec plus de 400 points de collecte et de traitement de déchets sur l'ensemble du périmètre national. Aujourd'hui, on en a 240. Donc pour pouvoir atteindre cette ambition, on a besoin effectivement d'aller chercher plus de foncier. Il faut garder en tête que nos activités, on est sur une activité qui est très volumique, avec une faible valeur ajoutée. On génère des gros volumes, donc on a besoin de place pour pouvoir le faire, pour pouvoir traiter toutes ces quantités. On est sur une activité de proximité, donc il faut arriver à trouver des terrains qui soient bien positionnés au plus proche en tout cas des lieux de consommation, et ça c'est parfois un vrai challenge d'un point de vue économique. On a également des activités qui génèrent des agréments, on en est conscient, on génère du bruit, on génère de la poussière. C'est pas toujours très bien accepté localement. On peut travailler sur des solutions qui nous permettent de gérer tous ces désagréments, mais il faut que ça reste dans des coûts raisonnables pour que nos business models restent à l'équilibre. Et enfin, dernier point, on reste sur des marchés où les matériaux naturels, les ressources naturelles sont jamais très très loin, et donc on se doit quand même de rester connecté aux attentes de nos clients qui eux aussi regardent évidemment le critère prix de très près. Donc notre challenge, juste pour conclure, il est vraiment de continuer à nous développer avec un équilibre économique sur des zones qui sont propices à cette acceptabilité, et encore une fois au plus proche des territoires sur lesquels on souhaite aller. Merci beaucoup Thomas. Alors pour illustrer ça de manière un petit peu plus concrète, je vais passer la parole à Ariane Proy, donc, de Vicat Circulaire, donc reconnu pour son travail sur la valorisation des matières, la valorisation aussi des friches. Vous allez peut-être nous illustrer un peu plus la question à travers un site qui s'appelle le site de la Reveriaz, j'espère que je le prononce bien, et qui illustre bien à quel point aujourd'hui le foncier est une ressource, et une ressource qu'on peut valoriser. Oui, donc Circulaire, c'est une filiale de Vicat qui a été créée en 2021 avec un objectif, c'est de valoriser côté matière et côté énergétique tous les déchets issus du BTP. Donc ça s'explique aussi, notre intérêt pour les friches s'explique par notre intérêt aussi pour la REP PMCB. On récupère énormément de matériaux qui sont réincorporés dans nos process industriels, donc que ce soit en cimenterie, dans les usines de béton, mais aussi de granulat. Et donc en effet, avant de faire chez les autres, on s'est fait un chantier test donc, au sein de Vicat sur une de nos anciennes friches industrielles. Donc voilà, un site inactif depuis 30 ans. Donc avec les dégradations aussi que ça peut apporter sur les matériaux qui sont présents sur le site. Donc un site de 11 hectares, je peux passer, qui présentait une diversité de gisements en termes matériaux nécessaires pour le processus cimentier. Donc il y a eu toute une campagne d'échantillonnage qu'on a pu faire au préalable pour bien caractériser chacun des déchets issus sur le site. Et puis, étant propriétaire du site, c'était un des grands avantages, on avait la main pour flécher les déchets vers leur valorisation ayant le plus de valeur ajoutée. Tu peux te passer derrière. Donc, beaucoup d'inertes et plus ou moins dangereux, mais c'est vrai que c'est quand même la part de déchets qu'on va retrouver en plus grand tonnage sur les friches industrielles. Et donc tout notre intérêt, ça va être de le renvoyer particulièrement en cimenterie, donc que ça soit en valorisation matière, ça va rentrer dans le cru et donc ça va vraiment rentrer dans la composition du ciment, mais aussi sur la valorisation énergétique. Donc là, ça va servir de combustible, en tout cas à la flamme, pour pouvoir créer notre matériau. Donc là, j'ai remis un petit schéma, on va dire classique. Bien connu. Mais bien connu, mais voilà, en tout cas sur la totalité du gisement du site, on a pu valoriser 10 000 tonnes là, sur du concassage et du remplacement directement sur site. Alors ça paraît un peu basique, mais c'est des volumes qui ne sont pas du coup transportés, qui sont valorisés directement sur le site, qui ne prennent pas le statut de déchet, et ça allège aussi toute la condition administrative d'un chantier.
C'est aussi 6000 tonnes par exemple de valorisation matière qui partent donc là en cimenterie, qui rentrent dans la composition d'un nouveau produit. Donc on fait presque du surcyclage parce qu'on part d'un produit basique à un produit transformé avec une valeur ajoutée. Et puis on a fait aussi travailler des plus ou moins concurrents, mais sur certains matériaux, voilà, ça a été aussi redirigé vers d'autres cimenteries locales quand nous on n'a pas le process interne pour pouvoir le faire. Voilà, j'ai été rapide. Hein. Très rapide même, on pourra voilà, développer cas, peut-être dans les questions. Pardon. S'il y a des questions en tout cas sur le recyclage et sur les matériaux qu'on est capable de reprendre avec la REP PMCB, voilà, n'hésitez pas à la fin de l'intervention. Merci beaucoup Ariane. Alors on va passer à un tout autre sujet, mais qui est quand même extrêmement lié à cette question du foncier. Alors comme on a qu'une demi-heure, on a essayé de tout compacter, tous ces sujets qui peuvent nous intéresser. Cédric Mazière, vous êtes coordinateur donc, de la Venelle du réemploi solidaire qui a vu le jour, je l'ai dit, il y a quelques semaines à Montreuil, mais qui a un projet qui a une vraie ancienneté et qui a une forme de particularité, c'est le montage foncier qu'il a fallu faire pour mettre en place cette venelle-là, ce dispositif où beaucoup d'acteurs ont été mobilisés, et vous allez peut-être nous en dire plus. Comment est-ce que il vous est apparu important, essentiel de mettre en place ce dispositif particulier? Et puis n'hésitez pas aussi peut-être à nous présenter de manière un peu plus générale de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est celui-là. Là, vous m'entendez mieux. Oui, ok. Parfait. Donc la Venelle, c'est le village du réemploi solidaire. C'est un projet qui est porté par 9 associations et qui ont acquis ensemble et aménagé 1800 mètres carrés de pieds d'immeubles à Montreuil, au métro Robespierre, pour en faire des ressourceries associatives. Donc les 9 associations, c'est la Collecterie, qui est une ressourcerie historique de Montreuil qui est spécialisée dans l'upcycling, donc réparer des objets et les remettre en circulation. La ressourcerie du spectacle qui s'occupe de toute la partie hi-fi, décor, etc. La recyclerie sportive, tout le matériel sportif. Atelier Rare, qui est un chantier d'insertion qui s'occupe de récupérer du bois et du verre de chantier pour faire du mobilier d'extérieur, d'intérieur. Envie, qui s'occupe de récupérer, de réparer du matériel électroménager. Neptune, qui est pareil, une ressourcerie généraliste. Emmaüs Défi, Emmaüs Coup de Main, qui sont 2 membres du réseau Emmaüs, qui s'occupent notamment des vêtements, entre autres choses, de l'univers de l'enfance. Et le REFER, qui est le réseau régional des ressourceries. Ces 9 ressourceries, structures, elles se sont mises ensemble en fait, pour acheter, je disais, ces locaux-là. On est dans une ZAC en fait, et un promoteur a construit 10 000 m² de logements sous l'impulsion forcément d'un aménageur et de la ville en fait, de Montreuil qui a piloté le projet. Donc il y a 10 000 m² de logements, 30% de logement social et donc ces pieds d'immeubles. Les ressourceries ont acheté ces locaux et elles ont aménagé ces locaux. Alors, elles les ont pas aménagés de manière à en faire des boutiques. Ce ne sont pas des zones d'apport ou de tri. Ce sont vraiment en fait, des espaces de vente principalement. Il y a 8 boutiques. Il y a un local commun, un café, cantine et puis des bureaux pour le REFER. Et on les a aménagés en réemploi. Donc, ça veut dire en fait, que tout le placo-plat, tout l'isolant, tous les châssis vitrés, les radiateurs, les rideaux d'air chaud, les sanitaires, les luminaires, les chemins de câbles, les bornes, en fait, voilà, il y a très très peu de choses neuves en fait. Là-dedans, on a économisé à peu près 50 tonnes de matériaux rien qu'en faisant ce chantier sur 1800 mètres carrés. Et pour y déployer de l'activité. Comment on a fait ça? On a fait ça en fait, avec 2 structures juridiques, une SAS et une association, qui sont tous les deux en fait, des objets juridiques qui ont été créés par ces associations. Et la SAS a acheté en fait, les locaux et donc a pour locataires ses membres, les associations qui ont créé cette ESAS. Cette ESAS, en fait, on est sur un budget global en fait, d'à peu près 6,3 millions et avec 2,5 millions de subventions et 3,8 millions de prêts. 2,5 millions de subventions. Les grosses briques, en fait, on a essentiellement l'ADEME qui est venu subventionner en fait, à hauteur d'1,8 million ce projet-là pour l'activité et la façon dont on l'a fait. Il y a aussi la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, le département, Est Ensemble, le SICTOM. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs publics qui sont venus en fait, alimenter. Et on a aussi un des acteurs importants du dispositif qui est la Banque des Territoires à travers en fait, un prêt de projet urbain. C'est l'argent du livret A. Donc, l'argent du livret A, c'est bien. Voilà. Qui nous a permis en fait, d'avoir un prêt sur 25 ans.
et avec 3 ans et demi de préfinancement. C'est-à-dire qu'on a pu acheter en fait en 2022 en VFA, c'est-à-dire en vente en futur état d'achèvement. On a décaissé 1 million d'euros et on a commencé à exploiter en septembre 2025. Et notre première échéance de remboursement, c'est à terme échu en fait fin 2026. Donc en fait, c'est des prêts qui sont très intéressants pour lancer ce type d'activité et que les banques traditionnelles sont incapables de faire. Donc le partenariat avec la puissance publique, en tout cas ses bras armés, il est fondamental puisque ça nous a permis en fait au final d'avoir des loyers qui sont faits par la foncière, la SAS qu'on a créée aux associations, qui sont tout finis un tiers du prix du marché. On est à 140 € en fait fin TTC du mètre carré pour un truc qui est à une station en fait du périph'. Donc c'est quelque chose de relativement compétitif. En plus, on a fait un choix fiscal qui fait qu'on ne récupère pas la TVA sur les investissements. Par contre, on fait des baux à nu. Et donc, en fait, c'est des baux qui ne sont pas assujettis à la TVA puisque les associations ne sont pas assujetties, ne récupèrent pas la TVA. Donc, c'est des choses qu'on a anticipées. C'est un projet qui s'est lancé depuis 2017. Je suis arrivé en accompagnement du projet en 2019. Je ne suis pas arrivé tout seul. J'avais une AMO avec moi, un cabinet d'avocats, une facilitatrice, une graphiste. Bref, on a monté une équipe projet. On a eu le soutien notamment de la région, du département et de la Fondation JP Morgan pour avoir le financement de cette équipe technique pour bosser pendant 4 ans entre 2020 finalement et 2025, le moment où on a ouvert les boutiques. Voilà. En gros, et on a ouvert en septembre. Le principe, c'était de faire ensemble ce qui n'était pas possible séparément, c'est-à-dire de se doter de la capacité d'aller chercher des subventions d'investissement larges, importantes, d'avoir une capacité d'emprunt qui en plus est garantie par un établissement, la communauté de communes d'Est Ensemble et de la Caisse d'épargne, ce qui fait les associations en plus ne prennent pas de risques quand elles achètent. Donc c'est vraiment important. La puissance publique joue son rôle là-dedans. Donc de faire ensemble ce qui n'était pas possible séparément. Et puis sur le fond d'avoir un lieu qui soit un lieu. La ligne directrice, c'est un lieu où on prend soin des individus, du collectif et des objets. Voilà, donc on a mis cette espèce de mantra comme ligne directrice qui fait qu'en fait on a structuré aussi nos objets juridiques de manière à être cohérent avec ça. Je dis juste un mot sur la nature de la foncière. C'est une foncière un peu particulière, c'est une SAS ESUS. Les associations ont une part qui est proportionnelle à la surface qu'elles occupent. Par contre, si elles veulent partir et revendre leur part, il n'y a aucun bout de subvention, elles repartent avec aucune bout de subvention. Toutes les subventions restent dans le projet. Et la seule partie avec laquelle elles peuvent repartir, c'est la part de leur loyer qui a servi à désendetter la foncière. Donc on renforce les associations de cette manière-là, leur bilan, et en même temps on protège la dimension collective. Si elle veut repartir, elle repart avec sa partie de loyer comme si elle était un peu propriétaire, mais pas plus. Et on protège cette dimension collective du projet. Voilà. Et le principe, allez voir le site internet et les boutiques en elles-mêmes, c'était de pouvoir revaloriser l'image de la seconde main. Les boutiques sont extrêmement belles dans un immeuble. Antoine était à l'inauguration, donc il peut le dire. Voilà. Mais de changer l'image de la seconde main et de montrer que ça peut être beau, que c'est pas destiné à être juste des hangars au fond d'une zone industrielle, et que en se mettant ensemble, on peut faire des projets d'envergure, que les associations peuvent être au rendez-vous du passage à l'échelle, et que ça concerne tous les biens de consommation, le réemploi. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Alors justement, Antoine Guillou, ce sujet, cet exemple de la Venelle, il illustre bien à quel point dans une zone dense où la ressource foncière se fait rare, la collectivité, elle va avoir un rôle d'initiateur, de prolongateur. Elle va organiser tout cet écosystème. Bref, elle va essayer de planifier, de prendre en charge à travers un certain nombre d'initiatives et de politiques cette question de la ressource foncière, surtout quand elle est rare, je le répète. Comment vous, à la ville de Paris, vous vous êtes engagé sur ces questions ces dernières années? Quelles initiatives vous avez prises pour répondre finalement à ces questionnements que se posaient les acteurs? Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une problématique évidemment extrêmement prégnante pour nous à Paris, évidemment une des villes les plus denses d'Europe, même une des villes les plus denses du monde. Et on sait que effectivement, généralement, développement de l'économie circulaire, et ça a été très bien illustré évidemment avant moi, ça va de pair avec un certain nombre de besoins fonciers. Et nous, à Paris, on cumule une production de déchets extrêmement importante compte tenu de notre densité d'habitants et à la fois cette rareté du foncier. Donc je dirais qu'on est un peu au cœur du défi, et donc ça nous encourage à être très imaginatif sur cette question. Alors en tant que collectivité, on a plusieurs modes d'action en fonction des filières, en fonction des flux auxquels on peut penser. Évidemment, notre domaine d'action premier,
c'est surtout les déchets ménagers assimilés, donc les déchets des particuliers, les déchets des petits professionnels. Ça ne nous empêche pas, je le dis au début, après je m'étendrai plus sur le reste, mais ça ne nous empêche pas évidemment de travailler avec des filières dont on n'est pas directement responsable des déchets, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de la vie à Paris. Et je pense évidemment à la filière du bâtiment, c'est évidemment un sujet très important pour nous. On ne gère pas directement les déchets de la filière du bâtiment, mais on discute, on échange beaucoup avec la filière pour essayer de trouver des solutions, favoriser cette économie circulaire justement dans le bâtiment. Ça peut être échangé avec les opérateurs de déchetterie professionnels sur le sol parisien. Ça peut être des discussions aussi avec toutes les entreprises de travaux pour la question des emprises de chantier, pour être capable de faire le tri directement sur le chantier. Ça demande à avoir des emprises de travaux qui soient plus importantes qu'avant, qui est toujours un sujet évidemment en termes de gestion de l'espace public. Voilà, donc ça c'est beaucoup de sujets sur lesquels on travaille avec les filières, quand bien même on ne gère pas directement les déchets. Après il y a le domaine des déchets ménagers et assimilés, donc là où pour le coup on a une responsabilité directe en tant que service public responsable de la gestion des déchets. Évidemment, la question du réemploi solidaire en particulier, c'est un axe fort d'intervention pour nous. On a sur le territoire parisien 80 lieux qu'on répertorie comme réemploi solidaire. Ça peut être énormément de choses. La boutique solidaire, les ressourceries, bien entendu. Les ressourceries, peut-être pour se focaliser là-dessus. À Paris, on en soutient une vingtaine avec des subventions de fonctionnement, parce que ça reste une activité qui a besoin aujourd'hui de la puissance publique pour fonctionner. Et je dirais que quand on dit la puissance publique, aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus grand monde à part les villes pour le faire, compte tenu de la raréfaction des autres sources de financement, mais on le fait, parce qu'évidemment c'est indispensable. Il y a ce levier de subvention, puis il y a le levier de soutien à l'accès au foncier, qui est évidemment aussi tout à fait fondamental. Alors à Paris, on a une particularité évidemment, c'est qu'on a un nombre de ressourceries assez important, mais elles sont plutôt plus petites en superficie que ce qu'on peut trouver ailleurs en France ou en Île-de-France. Donc on a des ressourceries qui s'adaptent à des locaux assez petits, donc à la fois rareté du foncier, à la fois loyer évidemment plus élevé. Les chiffres du REFER qui étaient mentionnés juste à l'instant, c'est que les loyers à Paris pour les ressourceries sont à peu près 50% plus chers que la moyenne des loyers en Île-de-France pour les ressourceries. Donc on est sur vraiment un impact tout à fait significatif. Donc nous, comment on intervient là-dedans en tant que collectivité ? Au-delà des subventions, c'est évidemment aider les ressourceries à monter le projet, travailler avec les associations qui préfigurent généralement l'ouverture des lieux, faire en sorte de les mettre en lien avec les bailleurs sociaux qui accueillent dans leur pied d'immeuble beaucoup de ces ressourceries sur le territoire parisien avec des prix plus avantageux, et puis une capacité à discuter aussi de l'aménagement, à faire en sorte que les locaux puissent le plus tôt possible dans le projet être mis en adéquation avec les besoins des ressourceries. Donc c'est tout ce travail fin qu'on essaye de faire avec le REFER, le réseau régional, avec à chaque fois chaque porteur de projet d'avoir vraiment une attention particulière, un conseil personnalisé, et puis derrière donc c'est ce soutien financier évidemment qui va avec. Et peut-être un point qui est pour nous, pour finir, la prochaine étape, mais qu'on a déjà entamée, c'est cette question de l'adéquation entre foncier et schéma logistique. Moins on a de foncier, plus il faut qu'on ait une logistique performante pour réussir à améliorer nos taux de réemploi sur un certain nombre de flux. On pense au mobilier, on pense à l'électroménager, on pense au textile, tous ces flux-là. Et on y travaille aussi avec les éco-organismes, évidemment, qui sont des acteurs importants dans ce domaine. On a commencé avec Écosystème sur l'électroménager, avec une plateforme qui permet la collecte et la mutualisation aujourd'hui sur le site de Bercy, dans le 12e, donc un site qui appartient à la SNCF. On travaille aujourd'hui avec d'autres acteurs pour essayer d'étendre un peu ce schéma-là à d'autres flux, donc être capable de collecter ces gisements auprès des habitants, les mutualiser, puis les redispatcher ensuite vers l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un enjeu sur lequel on est impliqué. Merci beaucoup Antoine Guillou. Alors on n'a vraiment plus du tout le temps, le temps qui nous était imparti est terminé, mais peut-être qu'on peut prendre une petite question si jamais il y a un questionnement brûlant qui se pose. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup. On a entendu beaucoup d'initiatives vertueuses, mais qui semblent plutôt ponctuelles. Ce serait quoi vos conseils pour passer à l'échelle ? Vaste question. Qui veut se lancer ?
Je peux tenter. Pour moi, pour passer à l'échelle, le sujet, c'est évidemment le financement. Tant que le jetable coûtera moins cher que le durable à l'échelle globale de l'économie, je dis un poncif, hein, mais à la fin, c'est à ça que ça se résume. Tant que le jetable coûtera plus cher que le durable, effectivement, on restera sur des choses ponctuelles parce que dépendant des moyens et de la bonne volonté publique. Et donc, je pense que là, il y a un vrai enjeu. Ça renvoie aux éco-contributions, aux filières REP, à toutes ces choses. Il faut que le jetable devienne plus cher que le durable. Et là, on passera à l'échelle. D'autres recommandations par ici? La transition écologique, c'est un projet de long terme. Nous, ça fonctionne parce qu'en fait, on a une durée d'amortissement du prêt de 25 ans. Donc, en fait, si on a des investisseurs patients, oui, on va y arriver. Mais en fait, il faut que les gens soient un peu patients parce que ça ne se résout pas en 2 secondes. En fait. Les taux de rentabilité à 10% sur 5 ans, ça ne marche pas en fait, avec la transition écologique. Donc, il faut arrêter avec ce mythe-là. Ou alors, on va complètement dans le mur, quoi. Ouais, peut-être pour terminer, d'avoir un écosystème, en tout cas de construire un écosystème de partenaires qui pourront vous accompagner. Donc on a entendu la Caisse des dépôts peut vous proposer des solutions, mais je pense que derrière c'est comment vous arrivez, je ne sais pas quel est votre projet, mais en tout cas vous arrivez à mobiliser l'ensemble de l'écosystème qui derrière va pouvoir vous permettre de passer à l'échelle. Ariane. On fait chacun un petit mot. Non, moi plutôt sur l'échelle chantier parce que c'est plutôt ce qui me concerne. C'est vraiment sur la projection du propriétaire du foncier, de ce qu'il veut faire de son terrain ensuite. Parce que généralement la conduite du chantier s'arrête une fois que tout est démoli, mais tout l'intérêt de l'économie circulaire, c'est de pouvoir réemployer ces matériaux, les recycler et les réutiliser sur le site. Donc quand il n'y a pas du tout de visibilité, en tout cas sur l'avenir du site et l'usage qu'il va avoir, c'est assez difficile de pouvoir optimiser son usage, et donc forcément ça part sur l'extérieur et avec les nuisances aussi qu'on peut connaître. Un dernier mot, Thomas, ou c'est bon? C'est parfait. Bon, ça y est, on a officiellement dépassé le temps qu'on pouvait dédier à cette question. Donc, il me reste à remercier énormément mes invités d'être venus jusqu'ici, puis vous remercier également d'avoir assisté à cette conférence. Et je vous souhaite une bonne fin de salon.